Travailler un peu comme une espèce de go-between entre la société civile, les acteurs de l'éducation et les instances gouvernementales pour essayer de mettre parfois sur leur radar, je vais le dire comme ça, ou sur l'agenda un certain nombre d'enjeux que peut-être ils sont amenés à considérer comme secondaires. Alors, on travaille essentiellement selon le procédé qui est indiqué par le petit triangle, des savoirs savants, des savoirs d'expérience et de bonnes discussions autour de la table. Des délibérations démocratiques respectueuses, mais parfois assez costaudes. Il n'y a pas grand-chose dans l'éducation sur lequel il est facile de converger, mais on y arrive. À la grande surprise, soit dit en passant, du ministre. Il était très surpris que je lui dise qu'on était capable d'arriver à des consensus. Un bon philosophe et politologue, il trouvait ça difficile. Bon. Alors, on a produit un avis sur la formation à distance. Ça fait 2 avis que la Commission de l'enseignement et de la recherche universitaire centre sur, je vais le dire comme ça, aura les braquettes des pratiques, de ce qui se passe, non pas au niveau des structures ou des grandes politiques ou des grandes tendances, genre mondialisation, l'enseignement supérieur, etc., mais davantage au niveau de ce qui se passe, soit dans le rapport aux études, c'était l'avis sur les nouvelles façons de faire des parcours d'études universitaires, soit au niveau de l'enseignement proprement dit, en prenant un indice de certaines évolutions, une petite chose en apparence banale, qui s'appelle la formation à distance, qui existe depuis des lunes. Hein? On s'est amusé dans la vie à relater un peu l'historique. Vous êtes trop jeune pour vous souvenir de l'enseignement à distance au sens strict, c'est-à-dire par correspondance. Mais ça a existé, ça existe depuis longtemps. Donc on s'est mis à ce niveau-là, essentiellement parce que parfois, c'est en se situant sur le terrain des pratiques plus ou moins émergentes qu'on est capable de saisir des évolutions et des enjeux qui risquent d'être assez centraux dans l'avenir immédiat, à moyen, et même à moyen et à long terme. Alors, c'est un peu, si vous voulez, l'idée qui a guidé le choix de ce thème-là. Et la première chose qu'on a observée, c'est que les mots pour saisir cette réalité-là ne sont pas si, comment dirais-je, appropriés. La formation à distance, ça correspond à autre chose que ce qui émerge sur le terrain. Ce qu'on a observé, c'est des réalités franchement multiples, multiformes. On ne savait plus trop comment définir la chose. Il y a de multiples réalités d'hybridation, de contamination, de métissage. Enfin, on cherchait des mots, là, des allégories, de contamination positive entre ce que traditionnellement on pourrait appeler la formation à distance et la formation en présentiel. La FEP, là, c'est la formation en présentiel. Si bien que on a constaté que se multipliaient les modes de formation et que s'élargit le spectre des formations hybrides, c'est-à-dire celles qui combinent en proportion variable des activités de formation en fait en présence des étudiants et de l'enseignant, ainsi que des activités de formation à distance, synchrones ou asynchrones. De telle sorte que la FAD doit être désormais comprise comme une activité qui implique, à un certain degré, une dissociation entre l'enseignement et l'apprentissage dans l'espace et dans le temps. Autre part, on s'est aperçu aussi qu'elle ne se limitait pas à une approche pédagogique, enfin les écrits et les pratiques recensées nous disent que ça combine toutes sortes d'éléments, de pédagogie behavioriste, cognitiviste, socio-constructiviste même. Je dis que j'ai appris un mot, le connectivisme, c'est-à-dire l'apprentissage par le réseautage des personnes qui enseignent et qui créent des réseaux, et c'est les réseaux qui d'une certaine manière, de manière collaborative, créent et diffusent un certain savoir. Bon, bref, la bébite n'est pas si facile que ça à cerner, elle bouge beaucoup. Okay? Et je ne crois pas que ce soit terminé, le mouvement. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce développement-là de la formation à distance dans l'enseignement supérieur, et pas seulement à l'université, même si la vie porte sur l'université, c'est plus large que l'université.
Il y a bien sûr un certain nombre de phénomènes, un certain nombre de réalités, je vais passer vite parce que vous les connaissez aussi bien que moi. Les avancées technologiques qui sont de plus en plus présentes dans nos vies et qui ont conquis tous les secteurs d'activité, dont l'éducation, et qui multiplient les possibilités en formation à distance. C'est incontournable, c'est là. Il faut prendre acte de ces avancées technologiques-là, même si parfois elles nous bousculent. La croissance des besoins de formation supérieure, qui est induite par le rehaussement des exigences de scolarisation et la valorisation de la formation tout au long de la vie. Besoins qui sont eux-mêmes nourris par le déclin d'emplois non qualifiés ou sous-qualifiés et l'accroissement des besoins de main-d'œuvre dans des domaines spécialisés. Et dans les sociétés avancées, cette croissance s'alimente de la démocratisation des études supérieures et aussi parfois des limites de la capacité d'accueil des campus. Troisièmement, la diversification des profils et des parcours. Je réfère ici à l'avis parce que les façons de réaliser des études universitaires ont changé. Le Conseil avait constaté et attiré l'attention de l'ensemble des acteurs sur le fait massif que les études se réalisent de plus en plus de façon parfois discontinue tout au long de la vie et en composant avec la réalité du travail et de la famille. On ne sait plus si c'est des étudiants qui travaillent ou c'est les travailleurs qui étudient. C'est la formule que j'utilisais pour montrer qu'il y avait franchement un point de bascule. On n'était plus du tout dans la même logique de système. Il y a des pressions financières, vous les connaissez, pas besoin d'en parler, sur les universités. Il y a augmentation des effectifs étudiants et donc des coûts. Et puis, oui, il y a des gens qui se sont dit, la FAD, c'est la solution. On va faire des économies d'échelle, on va sauver de l'argent, on va peut-être même en faire. On va servir de la FAD pour renflouer les coffres. Il y a cette espèce de vision un peu naïve de la FAD, mais elle est là et elle fait partie si vous voulez, de l'intérêt pour la chose. Aussi, du point de vue strictement de la démocratisation liée à l'informatisation, la popularité des ressources éducatives libres, les REL, qui est un mouvement important, qui cherche à mettre à disposition du public des cours, des modules, des manuels, des vidéos, des matériels, pour qu'ils soient accessibles et utilisables pour tout le monde. Pour faire vite, parce que Mme Lampron va sortir ses petits cartons bientôt, la vie affirme, enfin, a réussi dans son procédé d'exposition, on peut le dire comme ça, à dire qu'il y a un certain nombre de mythes sur la formation à distance qui circulent et qu'il importe de dénoncer, parce qu'on fait fausse route si on s'imagine que c'est pour ça qu'il faut faire ça. Le premier, c'est de croire que la FAD, c'est uniquement dans des cas de distance géographique. Ça a peut-être déjà été le cas, là. Mais la FAD contribue à l'accessibilité, qu'elle soit géographique ou pas. La formation à distance permet de prendre en compte certaines réalités étudiantes comme la conciliation études-travail. Elle crée de la flexibilité, elle produit de la flexibilité dans les modes de formation. Et ça dépasse largement la simple question d'accessibilité géographique. L'autre mythe, c'est que c'est pour des personnes âgées, c'est pour des adultes. Enfin, des adultes, pas de jeunes étudiants dans le parcours linéaire. Ça aussi, c'est faux. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a un engouement chez les jeunes étudiants pour la formation à distance. On s'est aperçu qu'il y a comme une espèce de nouveau mode de rapport aux études lié à la FAD, qui suppose notamment beaucoup d'autonomie de la part des jeunes, et que ça ne veut pas dire que tout le monde fonctionne facilement dans ce cadre-là. Mais c'est faux de s'imaginer que la FAD s'adresse, dans les faits, ou doit s'adresser essentiellement à des étudiants plus âgés et qui seraient dans des programmes de formation continue. L'autre mythe, c'est d'imaginer que c'est bon pour certaines disciplines, mais pas pour d'autres. Okay? L'autre mythe, c'est que ça coûte une machine à sous. On fait de l'argent avec ça. Okay? En tout cas, si c'est le cas, il n'y a pas grand exemple internationaux. Ce n'est pas des sommes astronomiques. Et puis, c'est certainement pas au début. Bon. L'autre mythe, c'est que c'est franchement une formation de deuxième zone, troisième qualité. Qu'il n'y a rien de mieux que ce qu'on fait ce matin. Okay? Que le faire autrement, même si on est un peu hybride le matin, là, un peu
Il y a une dimension à distance. Dernier mythe, c'est facile. C'est facile à construire, puis c'est facile à suivre. Okay? Bon. C'est même assez compliqué. Alors, on a, comme on fait toujours le conseil, on a consulté un certain nombre d'acteurs. On est probablement l'organisme qui a le plus épluché tout ce qui s'est dit au sommet sur les universités. Excusez-moi, le sommet sur l'enseignement supérieur. On a aussi procédé à des entrevues. La permanence a rencontré des personnes, des experts du domaine. J'ai eu le plaisir, moi, en visio, de participer à un échange avec John Daniel, de la Colombie-Britannique, un des fondateurs de la TELUC, et puis il a été recteur de l'Open University à Londres. Sa pensée dans la vie, ça c'est clair. Alors, il n'y a pas grand monde qui nous dise que ce n'est pas un moyen de favoriser l'accessibilité des études. C'est incontournable dans le sens où, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, les facteurs qui poussent derrière, mais ce n'est pas une panacée. C'est incontournable aussi, enfin, c'est l'avis d'un vice-recteur adjoint aux nouvelles technologies de McGill, que j'aime bien, et il disait, Olivier, on ne peut pas se désintéresser de cela au cas où il y aurait, en termes d'apprentissage, une révolution significative et qu'il ne faut pas passer à côté. C'était son point de vue, et je trouve qu'il y avait comme une espèce à la fois prudence, mais ouverture par rapport au phénomène. Et c'est en ce sens-là que c'est incontournable, mais ce n'est pas une panacée. Les gens critiquaient les motivations et le manque de réflexion, critiquent sur les motivations, notamment les motivations économiques. Beaucoup de gens doutent quant aux économies. C'est un sacré défi sur le plan de la construction des cours, de leur mise à jour. J'y reviendrai, là, mais ça suppose un sacré travail de rationalisation pédagogique et curriculaire, en équipe, avec d'autres, avec des mises à jour constantes. C'est peut-être là le défi le plus... Non, pas peut-être, c'est là le défi le plus important. Et ça a des conséquences, ça soulève toutes sortes d'enjeux, la propriété intellectuelle, la reconnaissance de la contribution de différentes personnes dans la construction des cours, l'encadrement des étudiants en cours de qui fait ça, est-ce que c'est le prof ou si on a un lumpen prolétariat qui va faire l'encadrement pédagogique. Bon, il y a toutes sortes d'enjeux qui sont significatifs et importants et qui entraînent des situations litigieuses et une demande pour des balises institutionnelles et nationales. Okay. Est-ce que comme en général, les pratiques émergentes, chacun développe ses trucs, hein? Puis c'est correct. C'est comme ça qu'il faut que ça démarre. Pas obligé d'attendre que Dieu le Père à Québec nous dise d'y aller. On peut y aller de nous-mêmes. Mais c'est vrai que plus la chose prend de l'ampleur et plus elle soulève des enjeux, notamment concernant le statut et les cahiers de charges des profs, des questions de propriété intellectuelle, de diffusion, etc. Puis là, je n'ai pas parlé de la FAD internationale, de la reconnaissance de formations qui peuvent se donner au Québec, mais par des institutions qui ne sont pas québécoises, ou qui ne sont même pas reconnues par le gouvernement. Bref, plus on avance, à un moment donné, il faut éventuellement penser à des balises entre institutions et nationales. Ce qui pose toujours, dans le cas de l'université, le problème de la collaboration et de la concertation interinstitutionnelle, qui n'est jamais quelque chose d'aisé, même si tous les acteurs y sont favorables. Bon, j'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais Mme Gosselin peut-être y référent, mais on a regardé ce qui se passait ailleurs sur ce plan-là. On a regardé l'Ontario, la Colombie-Britannique, c'est incontournable toujours, la Grande-Bretagne avec l'Open University, les États-Unis, est-ce que j'en oublie une? La France, la FON, la France universitaire numérique. Et on s'est aperçu qu'il y avait comme deux modèles. Il y a le modèle où il y a dans le réseau universitaire une institution qui prend en charge la formation à distance,
qui a l'expertise, qui a les formateurs et qui met en ligne des formations. Ça, c'est le modèle Open University de Grande-Bretagne. L'autre modèle, c'est un modèle, la TELUC au Québec, c'est ce modèle-là. Excusez-moi, j'ai oublié. L'autre modèle, c'est que le gouvernement crée et soutient une structure de concertation. Et il met de l'argent. BC Campus, Ontario Online sont des structures où les institutions se coordonnent. Tout ce que fait le gouvernement, c'est d'y mettre de l'argent, puis dire cet argent-là, c'est pour ça. Alors, concertez-vous, faites ce que vous voulez et allez-y sur une base volontaire. Comprenez-vous? C'est vos initiatives. Mais c'est comme s'il y avait, en termes de concertation, deux modèles. Le Québec est à quelque part entre les deux. Il y a la TELUC, mais il n'est pas certain que l'ensemble du réseau universitaire souhaite nécessairement s'en remettre à la TELUC pour tout le développement de la formation à distance. Il y a toutes sortes de partenariats qui se développent entre des universités d'ici, des universités d'ailleurs. La plateforme Océan étant un exemple de cela. Alors, le Conseil, après avoir pris acte d'un certain nombre de développements et d'un certain nombre d'enjeux, des réalités qui se passaient ailleurs, estime qu'il y a quelque chose d'intéressant autour de cette histoire-là de la formation à distance, c'est qu'il faut prendre le virage d'une certaine manière. Dans ce sens-là, le Conseil estime que la formation à distance est peut-être un moyen intéressant pour soutenir la mission de formation des universités en complément des activités en présentiel. Cette position-là, favorable, et qui implique donc que les instances gouvernementales soutiennent le développement de la formation à distance, est conditionnelle. Elle est conditionnelle à ce qu'on soit en mesure de concilier trois critères, ou trois principes. L'accessibilité, la qualité, la viabilité. L'accessibilité d'abord, parce que la formation à distance, ce n'est pas une fin, mais c'est un moyen de rendre les études universitaires davantage accessibles à la population québécoise, tant sur le plan géographique que sur le plan de l'organisation de l'horaire. Qualité ensuite, puisque la création et l'offre d'un cours à distance comportent des exigences liées, notamment à la pédagogie et au soutien offert par les étudiants. Et enfin, viabilité, une autre manière de dire qu'il faut que ce soit rentable, parce que bien qu'elle implique des coûts, la formation à distance peut contribuer à la viabilité du système universitaire québécois à condition de miser sur des collaborations et sur un partage des ressources. La convergence entre l'accessibilité, la qualité et la viabilité, c'est l'idée force de la vie. Vous allez me dire, c'est utopique. Mais si plus le triangle va de devenir effilé, mieux ce sera. Et elle amène le Conseil, cette convergence-là, à mettre en garde les décideurs, les acteurs universitaires contre une recherche exclusive d'économie au détriment de la qualité de la formation. Alors, une des choses que la consultation a révélé, c'est que l'information concernant l'offre de formation à distance est très variable et pas toujours facile à comprendre pour les étudiants. Ils ne savent pas toujours dans quoi ils s'embarquent. Il y a parfois des surprises. Il faut aussi tenir compte des particularités de la formation à distance, et c'est peut-être la recommandation la plus importante. On a du travail à faire dans chacune de nos institutions, tout comme à l'échelle du réseau, concernant les conditions de travail, le perfectionnement du personnel autour de la FAD, les droits d'auteur, la propriété intellectuelle, l'évaluation des cours et des programmes, le soutien technologique et les services aux étudiants. C'est des gros enjeux. En quelque sorte, le gros enjeu, il n'est pas technique. Pas technique. Même si ça évolue très rapidement, il est en termes de conséquences que ça a. Lorsqu'on passe du modèle où le prof, dans son bureau, prépare son cours, tout seul comme un grand ou comme une grande, il vient le donner tout seul devant des étudiants. Oui, oui. Et puis, la dernière chose, la dernière recommandation, c'est bien sûr les gens qui travaillent là-dedans. Il faut faire de la recherche, il faut diffuser les bonnes pratiques,
il faut réfléchir, le BCI pourrait réfléchir à des balises institutionnelles. C'est très variable d'une université à l'autre. C'est une grande surprise pour moi de m'apercevoir qu'il y a des universités qui en font depuis des lunes, et beaucoup. Et je ne parle pas de la TELUC, là. C'est pas un hasard si on a lancé la vie à l'Université Laval. Puis il y a d'autres universités comme la mienne. C'est des affaires, je ne sais pas, mais c'est très loin, c'est pas sur le radar, ou ça commence à l'être, mais ça ne l'était pas. Voilà! Tout le monde disait que finalement le but de ce symposium était d'informer sur les fondements de la formation à distance. J'ai pensé d'entretenir du métier d'enseignant à distance, de ses pratiques, de ses manières de faire, qui sont fort différentes bien sûr de la formation en présence. Mais avant, j'ai pensé qu'il serait peut-être intéressant pour vous de faire un survol historique de la formation à distance. M. Lessard en a fait un. Et bon, alors il y a des choses qui vont se croiser, c'est pour la redondance. Mais c'est d'un autre point de vue, du point de vue surtout de l'évolution des technologies. Et aussi, ce survol va mettre en valeur les valeurs, justement, qui sous-tendent la formation à distance et son évolution. Alors, survol historique de l'évolution de la formation à distance. Alors, si on remonte aux origines, l'émergence de la formation à distance, on se situe au début du 19e siècle, où on parle des cours par correspondance. Et qu'est-ce qu'il y a, finalement, est à l'origine des cours par correspondance? C'est l'apparition du timbre, le développement des services postaux. Alors là, on pouvait disséminer de la documentation, disséminer des colis. Alors en Angleterre, il y a Isaac Pitman qui a, en 1837, inventé une méthode de sténographie et qui a décidé de faire un cours par correspondance. C'était le premier cours, en tout cas, que l'on connaisse, et qui a été diffusé à travers l'Angleterre. Évidemment, ce cours était payant. Donc, les premiers modèles de cours par correspondance sont des cours qui fonctionnent sont diffusés selon un modèle commercial. Et ce modèle commercial de formation va se répandre dans les pays industrialisés parce qu'on est en manque de main-d'œuvre compétente. Alors, on a besoin de personnes qui connaissent la comptabilité, la sténographie, les langues étrangères, etc. Donc, les cours par correspondance vont donc se développer et avoir une certaine reconnaissance importante. Au début du 20e siècle, le cours par correspondance devient un service du domaine public. On se rend compte que finalement, c'est un moyen intéressant pour arriver à toucher des populations qui sont éloignées et qui n'ont pas accès à l'école. Et c'est surtout dans les pays, les nouveaux pays, à une distance géographique énorme, comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les pays anglo-saxons, où on va retrouver finalement le développement de ce service de domaine public. En France, ça arrivera un petit peu plus tard, ça arrive vers les années 1940. Alors, au milieu du 20e siècle, le vocable change. On parle de formation à distance. Après la guerre. À cette époque, après la guerre, on se préoccupe beaucoup de questions de développement national, de ces pays en développement qui sont en émergence, comment finalement arriver à les aider à rejoindre les pays plus développés et à participer finalement à une économie, disons, plus qui améliore le niveau de vie des populations. Alors, c'est à ce moment-là qu'on pense à la formation à distance dans un contexte où on se dit que dans les pays en voie de développement, si on rend l'enseignement obligatoire, les populations vont être plus instruites, participer davantage au développement national. Si on fait de la formation continue, on va toucher des adultes qui n'ont peut-être pas eu la chance de se former et ainsi contribuer au développement national. Alors, c'est le maître mot derrière
cette formation à distance, c'est l'accessibilité, donc l'éducation pour tous, l'égalité des chances et la démocratisation de la formation. À cette époque, autour des années 50, 60, ben, la télévision, c'est en 1952 à peu près. Hein. Donc, on se met aussi à se tourner vers des nouveaux médias. On s'intéresse à la télévision éducative, on s'intéresse aux films éducatifs qu'on va jumeler avec de l'imprimé. Tout ceci pour rendre la formation, pour rendre l'apprentissage plus efficace, mais aussi plus motivant, plus stimulant. Deuxième grande étape, c'est celui de la floraison, 1970. L'année marquante, en fait, c'est... l'Open University de Grande-Bretagne a été créée en 69-70. C'était la première université à distance. Donc, c'est un moment où, à travers le monde, on assiste à la création d'universités à distance, toujours dans cette idée de démocratiser la formation, de donner accès à une formation de haut niveau, puisque c'est de la formation universitaire, ce sont des universités. Dans les années qui précèdent, on ne touche pas encore à la formation universitaire, mais là, on va s'intéresser à former des adultes. Dans les universités, toute personne ayant plus de 21 ans pouvait être admise, sans nécessairement avoir le bagage scolaire requis. Mais il fallait faire une démonstration que, oui, on allait être capable de suivre les cours et finalement réussir dans cette formation universitaire. Alors, des universités dans le monde anglo-saxon, plusieurs se développent, dans l'Angleterre et dans tous les pays anglo-saxons, en Allemagne, mais aussi en Chine, en Inde, au Pakistan, en Thaïlande, au Sri Lanka et plusieurs universités en Amérique latine. Donc, c'est un phénomène mondial, international. On crée ces universités qui existent toujours. L'Open University existe toujours et elle inscrit, bon an, mal an, au-delà de 250 000 étudiants par année à travers le monde. Ce n'est pas rien. On appelle la Mecque des universités à distance. Les années 80, dans les années 80, toujours dans ce désir de démocratisation, aussi de rendre accessible les connaissances, aussi dans un contexte aussi où il y aura une certaine dynamique, un certain intérêt, de soutenir la motivation de l'apprenant. Mais dans les années 80, on vit vraiment, moi je l'ai vécu, parce que j'étais à la Téléuniversité en 1982, c'est l'apparition de la micro-informatique et des communications entre ordinateurs, la télématique. Alors, en formation à distance, on était éloigné de nos étudiants. On avait des contacts avec l'étudiant à travers l'intermédiaire du tuteur. Tout ce qu'on savait de nos étudiants, c'est ce que les tuteurs nous disaient. Et bon, on faisait des évaluations, mais quand même, on n'avait pas de lien direct. Mais à partir des années 1985, 86, 87, 89, les gens possédaient des micro-ordinateurs et à la Téléuniversité, on a créé, le premier cours auquel j'ai participé, où il était possible aux étudiants de communiquer entre eux par voie télématique, par courrier électronique, par forum de discussion. Ces forums étaient ouverts, bien sûr, 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Et les tuteurs avaient comme tâche d'encadrer les étudiants à travers les forums et le courrier électronique. Alors, pour la première fois, on pouvait voir en grandeur nature ce que faisaient nos étudiants, ce que disaient nos étudiants, comment les tuteurs intervenaient auprès des étudiants. C'était un moment assez extraordinaire où on a senti vraiment que là, on disposait d'un outil puissant en formation à distance pour briser l'isolement, mais aussi pour créer cette dynamique, la dynamique entre les apprenants, entre les personnes. Avant la télématique, on avait l'encadrement téléphonique entre le tuteur et l'étudiant. Quelquefois, on faisait des audioconférences, mais ce n'était rien, absolument rien qui peut ressembler à cette communication qui s'établissait entre les étudiants et avec le tuteur. En 1990, eh bien, c'est l'ère Internet, là, où finalement l'Internet donne accès à une abondance d'informations, ce qui, pour la formation à distance, est très facilitante.
c'est l'explosion du phénomène Internet qui nous permet finalement de développer des cours qui vont être beaucoup plus dynamiques et qui vont intégrer des nouveaux modes de communication. À partir des années 2000, c'est l'appropriation par les établissements présentiels, tels que, je ne sais pas si en 2000, déjà vous aviez Moodle à l'UQAM, mais donc c'est à travers les plateformes que les établissements d'enseignement traditionnel et présentiel vont pouvoir s'approprier la formation à distance. Parce qu'il faut imaginer que pour, à la Téléuniversité, par exemple, on a bon an, mal an, 20 000 à 22 000 étudiants. Pour gérer 22 000 étudiants, ça prend tout je dirais, un système organisationnel qui est particulier, qui est tout à fait différent de ce qu'on a dans les universités présentielles. Donc, les plateformes, Learning Management System, elles vont proposer tout ce système qui permet de gérer les étudiants à distance, regrouper les étudiants, les inscrire au cours, gérer les examens, les notes, etc. Donc, il y a là des systèmes aidants qui vont permettre aux universités présentielles de s'approprier cette modalité de formation. 2004, c'est le web social, où là, une révolution, je dirais qu'elle n'est pas aussi, pour ma part, prégnante que la révolution qu'on a vécue dans les années 80 avec la télématique, mais qui finalement, qui nous permet de nous appuyer sur une nouvelle génération d'étudiants qui sont là, très connectés, qui communiquent, qui collaborent et qui créent ensemble. Alors, c'est une nouvelle génération qui nous inspire dans nos approches pédagogiques et c'est une nouvelle génération qui apprend différemment. Et souvent, c'est très frustrant pour les enseignants qui ne sont plus les seules sources de connaissances. 2008, les MOOC, vous avez entendu parler des MOOC. Certains parlent d'une révolution pour la formation à distance parce que, premièrement, c'est gratuit. Gratuit. Tout le monde peut s'inscrire à travers la planète. Et aucun prérequis. Et finalement, il n'y a pas de sanction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échec. Il y a peut-être des gens qui abandonnent, mais on ne peut pas dire qu'il y a des échecs. Donc, chacun peut s'inscrire à un MOOC et tirer d'un MOOC ce qu'il souhaite retirer et peut-être justement abandonner parce qu'il ne trouve pas réponse à ses besoins. Alors, certains pensent que c'est une révolution, d'autres pensent que c'est un tsunami qui est en train d'ébranler le monde universitaire et qui va remettre en question la place des universités dans les systèmes éducatifs. D'autres pensent que c'est un système de mode. Mais personnellement, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment très intéressant dans le phénomène des MOOC. On n'a pas encore décodé l'importance de ce phénomène-là, mais ce qu'on sait, c'est que désormais, on est face à un apprentissage éclaté. Voilà pour mon survol historique. Alors, de ce survol historique, ce qu'on voit finalement, c'est que à travers l'évolution historique, à travers l'utilisation des nouvelles technologies, il va y avoir une amélioration importante de la pédagogie. En passant de l'imprimé au mass média, on va introduire la scénarisation pédagogique. Donc, en quête d'accessibilité, comme je l'ai dit plus tôt, on va utiliser la radio, le film, la télévision. Et ces médias fonctionnent ou se développent à partir d'une scénarisation. La scénarisation médiatique, dont l'objectif est d'informer, de divertir, de garder l'attention du spectateur ou de l'auditeur. Donc, il y a un traitement du contenu qui est particulier à chacun de ces médias, et c'est à travers la scénarisation médiatique qu'on va arriver à développer, je dirais, un produit qui sera intéressant pour l'auditeur ou le spectateur. On va s'approprier la scénarisation en pédagogie, mais dans un autre objectif, qui sera celui de motiver l'apprenant, qui sera celui de maintenir son intérêt et de le faire apprendre. Alors, dans cette perspective, on scénarise le contenu éducatif. L'enseignant devient scénariste. Et son but est de faire vivre une expérience, d'entrer en rapport avec un objet d'apprentissage, avec des connaissances, autrement qu'à travers l'intermédiaire ou la médiation d'un enseignant. Mais c'est à travers un objet médiatique. Alors, il va s'attarder à créer une histoire avec des savoirs, faciliter la compréhension et la motivation par différents procédés médiatiques. C'est un nouveau rapport au savoir qui se développe. Et dans ce contexte, l'apprenant est envisagé comme un spectateur, un récepteur du message médiatique.
Mais cette vision va évoluer, la scénarisation pédagogique va évoluer. Et cette évolution, elle est indissociable des théories d'apprentissage, récentes théories d'apprentissage, on peut parler de théories qui ont une trentaine d'années, qui sont centrées sur l'apprenant, qui sont centrées sur son activité, sur sa participation, sur son autonomie, qui sont centrées sur la construction des connaissances. Alors, dans ce contexte de ces nouvelles théories, l'apprenant devient acteur. Le scénario, alors, va changer de forme. Il ne s'agira pas uniquement de scénariser le contenu. Il va falloir scénariser l'activité de l'apprenant. On apprend en faisant. C'est l'activité qui est la source de l'apprentissage et non pas la parole du maître. Alors, le scénario va structurer, organiser, accompagner les activités de l'apprentissage. Il explicite une intervention pédagogique. Pour l'enseignant, que veut dire scénariser? Ne plus se demander « que vais-je enseigner ?» Ce n'est pas la bonne question. Se demander « mais comment va-t-il apprendre? Que va-t-il faire pour s'approprier ses connaissances et ses compétences? » C'est aussi s'engager dans une démarche de planification des apprentissages selon les règles de l'art, sans improviser. Alors, l'enseignant concepteur de cours à distance doit s'approprier les principes de la planification de l'apprentissage. Ces principes sont incarnés dans les méthodes de design pédagogique et d'ingénierie pédagogique. Le design pédagogique, rapidement, est né au sein des forces armées américaines, où on voulait absolument s'assurer que les formations qu'on donnait aux militaires étaient efficaces, que tout le monde atteignait le même niveau de compétence. Parce que sur le terrain, sur le champ de combat, si tout le monde n'a pas les mêmes compétences, c'est l'échec. Donc, on met sur pied, on développe ces méthodes qui fonctionnent, je dirais, en cycle récurrent, principalement en phase d'analyse, de design ou de conception, de développement et d'implantation, toujours avec un cycle d'évaluation. On est dans une méthode très rationnelle et très rigoureuse pour assurer l'efficacité de l'apprentissage. Aujourd'hui, on ne parle beaucoup moins de design pédagogique, on va parler d'ingénierie pédagogique. Alors, l'ingénierie pédagogique suit les étapes similaires des étapes de design pédagogique, mais en raison de la complexité des systèmes d'apprentissage que nous développons présentement, il faut puiser dans d'autres domaines. Alors, on va puiser en ingénierie cognitive et principalement, ce sont les techniques de modélisation qui vont nous permettre de modéliser l'apprenant, de modéliser l'apprentissage, de modéliser le système d'apprentissage. On va aussi puiser dans l'ingénierie des systèmes d'information, spécialement les génies logiciels, pour développer des systèmes robustes qui vont fonctionner, mais aussi des systèmes réutilisables, parce qu'il faut chaque fois recommencer la programmation des cours, eh bien, on n'en finira plus. Les économies d'échelle, il n'y en aura pas. Donc, le génie logiciel nous assure des systèmes qui sont aussi souples, robustes, mais aussi réutilisables. Alors, au Centre de recherche lycéenne de la Téléuniversité, on a développé une méthode très puissante, à mon point de vue, une méthode d'ingénierie pédagogique qui procède comme suit. Donc, spécialement une phase de définition du problème, d'analyse de conception, définition de l'architecture médiatique et technologique, conception détaillée, production, validation et diffusion. Ce qui est important dans cette méthode, c'est bien sûr, les étapes sont très importantes, mais c'est aussi le fait qu'on dissocie les composantes. Elles ne sont plus amalguées. On les traite comme des objets. Il y a les connaissances, objectifs et contenus. On développe des objectifs, on développe des contenus de connaissances. On développe un scénario pédagogique qui est en cohérence avec le contenu et les objectifs. On développe aussi un axe médiatique, donc on va développer le modèle médiatique qui va mettre en média autant les objectifs que les contenus d'apprentissage, et puis l'axe de la diffusion, c'est-à-dire comment le système va vivre en vraie nature. Alors, j'ai plus qu'une minute, alors il y a vraiment différents rôles qui sont mis à contribution dans une telle méthode, et l'enseignant concepteur est appelé à jouer quelques-uns de ces rôles, quelquefois comme rôle principal et des fois comme rôle secondaire. Mais surtout,
concepteur pédagogique, il est beaucoup analyste de la situation, un peu gestionnaire, il participe à l'implantation, il est beaucoup évaluateur, il est beaucoup expert de contenu, rapidement. Alors, on a fait rapidement une étude sur les pratiques de conception en ligne d'enseignants qui étaient en contexte présentiel pour voir si ailleurs qu'à la téléuniversité ou dans les universités à distance où on travaille vraiment en phase selon le design pédagogique, comment les enseignants procédaient. Alors, on a analysé 5 cas en profondeur, 2 universitaires, un enseignant de cégep, un enseignant de secondaire et un formateur en entreprise. Notre base de comparaison, c'était les étapes du design pédagogique, analyse, conception, développement, implantation, évaluation. Qu'est-ce qu'on réalise? C'est que, généralement, dans ces contextes-là, le projet d'enseignement en ligne est un projet à caractère ponctuel. Un enseignant se décide, propose de faire un cours en ligne, ou encore un département ou un directeur d'école demande un enseignant de développer. C'est donc toujours un projet ponctuel qui n'est pas inscrit institutionnellement. Dans chacun des cas, il y a toujours plusieurs personnes qui participent au développement, à la conception et au développement, et qui représentent différents métiers. Mais ce sont des personnes sur lesquelles le concepteur n'a aucune autorité. Ils viennent de différents services et quand il essaie de gérer son projet, il est obligé de tirer sur les ressources à gauche, à droite. C'est très difficile. Dans ce contexte-là, l'enseignant est gestionnaire de projet, mais aussi gestionnaire de la diffusion. Voilà. Alors, dans cette pratique, qu'est-ce qu'on observe? Absence de phase d'analyse, pas de formulation d'objectifs. C'est très étonnant. J'étais étonnée qu'on ne se préoccupe pas davantage de formulation d'objectifs, même si c'est des enseignants d'expérience. Alors qu'en ingénierie pédagogique, c'est la phase d'analyse qui est la pierre angulaire de la conception. Le contenu, c'est la préoccupation principale. C'est mon contenu. Je vais me dire, c'est mon contenu, c'est ça qui est l'important. Le contenu, c'est une composante. Le contenu, il y a la pédagogie, il y a l'axe médiatique, il y a l'axe de diffusion. C'est une composante. La pédagogie, préoccupation secondaire. On s'en occupera après, quand on aura terminé le contenu. Alors que le choix de la stratégie pédagogique, finalement, représente une décision fondamentale. On remarque que dans la démarche, s'il y a absence d'analyse et s'il y a une grande préoccupation sur le contenu, il y a quand même des phases de conception et des phases de développement ou de production. Mais ces deux phases-là se font ensemble. Pourquoi? Parce qu'on utilise des plateformes qui, finalement, prennent en charge plusieurs décisions. Alors, qui permettre aussi de fusionner les tâches. Alors, l'enseignant va s'asseoir devant son Moodle ou toute autre plateforme et puis il va commencer de manière artisanale à concevoir un peu son cours, à le médiatiser, mais il fait tout en même temps. Alors que la progression par phase assure le développement systématique et la cohérence entre le contenu, la stratégie pédagogique, les choix médiatiques et le système de diffusion. Il est important de procéder. Voilà. Alors, au département de management, il faut savoir que les cours en salle, au premier cycle, sont payés 50 $ du crédit étudiant et 80 $ du crédit étudiant au deuxième cycle, alors que si on fait un cours en ligne, vous voyez que les tarifs sont majorés d'à peu près 10 %. Ça, c'est la situation actuelle et la situation depuis les dernières années. Par contre, à l'université, dans ma faculté sciences d'administration, donc, il y a peut-être 7 ou 8 ans, pour donner une impulsion à la mise en ligne de nos cours, la compensation au département était beaucoup plus élevée que cela. Et c'est à ce moment-là que pour des raisons bassement financières, on en parlera tout à l'heure, j'ai décidé de faire passer un cours diversité et équité dans les organisations, cours qui n'attirait pas le nombre minimal d'étudiants pour en assurer l'offre régulière. D'un cours en présence vers un cours en ligne. Alors, quels sont donc ces seuils minimaux au département de management pour que le cours soit maintenu à l'horaire? Alors, vous voyez, selon le tableau qui apparaît là,
qu'au premier cycle, ça prend 60 personnes en salle et au deuxième cycle, 35 personnes en salle. Ça ne tombera pas toujours, ça tombe pas toujours comme un coup près, selon qu'on a 58 ou 55 pour le premier cycle, le cours peut être mis à l'horaire. C'est ce qui m'est arrivé, parce que, évidemment, avec un cours qui s'appelle Diversité, équité, dans un département de management, on y fait il n'y a pas foule, là. Et dans mon cas, c'était essentiellement un enjeu de survie du cours, et parce que c'est un cours qui, en fait, le seul cours qui porte sur les enjeux de diversité et d'équité dans les organisations, enjeu qui, de mon point de vue, est extrêmement important. Nous produisons en sciences d'administration des milliers d'étudiants annuellement que nous diplômons, que ce soit dans les certificats ou dans le baccalauréat régulier. Alors, il m'apparaissait impératif de faire tout ce qui était imaginable pour qu'un tel cours puisse demeurer en ligne. Vous voyez qu'au deuxième cycle, la taille minimale d'un groupe est 35. Selon vos traditions disciplinaires, ça peut vous apparaître énorme, mais je vous dirais qu'en management, c'est une réalité depuis de nombreuses années. Et que donc, avant que je passe au cours en ligne, j'avais négocié avec mon département un cours multicycle, donc bac et maîtrise dans la même salle, pour justement être capable de maintenir à l'horaire le 10 cours une fois par année. Qu'est-ce que la faculté offre chez nous, ou offrait et continue d'offrir à des personnes qui, comme moi, décident de mettre en ligne un cours? Alors, premièrement, c'est un soutien technique. Et soutien technique, par comparaison avec ce que Mme Henry illustrait tout à l'heure, je dirais que c'est un soutien technique très minimal, c'est-à-dire il y a une plateforme, il y a une initiation aux aspects techniques de la plateforme, il y a des personnes qui ont des études en enseignement, en technologie de l'enseignement, qui nous communiquent un certain nombre de principes élémentaires sur l'enseignement à distance, et puis ensuite, essentiellement, le prof part avec son projet et le montre comme bon lui semble. Qu'est-ce qui est offert au prof qui veut monter un cours en ligne? Je vous dirais que il y a une allocation de l'équivalent d'une charge de cours qui peut être donnée en temps ou en assistance. Alors, on parle d'assistant de recherche ou d'auxiliaire d'enseignement. Et ça, c'est pour le monter, et c'est une fois. Le contexte spécifique pour l'émergence du cours diversité-équité, j'en ai déjà parlé. Un élément qui n'était pas banal et dont j'ai beaucoup profité, c'est le soutien de ma direction départementale pour conserver le cours dans l'offre régulière. Soutien dès le départ, et c'est pour ça qu'on a tenté de le mettre, on l'a mis à l'horaire, et il a demeuré déficitaire en termes de seuil de rentabilité pendant quelque temps. On l'a mis en multicycle et il atteignait à peine le seuil de rentabilité. Et là, c'était clair que dans un contexte de raréfaction des ressources d'une part, et d'autre part, de concurrence à l'horaire, pour la mise à l'horaire de cours sur d'autres sujets, parce qu'évidemment c'est un cours optionnel, et plein de collègues, parce que j'ai une quarantaine de collègues dans mon département, plein de collègues souhaitent aussi avoir leur cours optionnel mis à l'horaire. La probabilité de survie du cours était faible, donc la seule voie possible, c'était le cours à distance. Par contre, je vous dirais que pour d'autres raisons, notamment l'accessibilité d'un tel contenu, parce que quand on regarde l'offre dans les écoles d'administration, de réflexion sur les enjeux d'équité et de diversité dans les organisations, c'est relativement pauvre. Je dirais c'est très pauvre. Et ça, à l'étendue du territoire des études en administration dans la province de Québec, il me semblait que pour des raisons d'accessibilité ailleurs, c'était une bonne raison de le mettre à l'horaire. Par contre, accessibilité ailleurs veut dire qu'ailleurs, il y a des gens qui acceptent de diffuser l'information sur l'existence de ce cours à distance, et dans des logiques
dont M. Lessard faisait état antérieurement, c'est-à-dire de paiement dans les unités à partir des crédits étudiants, eh bien, mon cours devient en concurrence avec leur cours. Quand de tels collègues acceptent de faire la diffusion dans leur milieu, ça témoigne d'un engagement par rapport au sujet et d'une certaine générosité institutionnelle ou académique. Il y a eu quelques étudiants venant d'ailleurs, nommément des HEC Montréal et de Sherbrooke, mais ce fut l'initiative d'étudiants qui, faisant la recherche à travers ce qui était offert en ligne, l'ont trouvé, et ces personnes se sont inscrites, mais il n'y a pas eu l'effet d'entraînement que j'aurais souhaité. Maintenant, si on regarde le cours éthique et pratique de la recherche féministe qui était offert, et je dois dire était offert, dans le cadre du programme du DESS en études féministes à l'Université Laval, il faut dire que c'était un programme entre guillemets sous surveillance, c'est-à-dire un programme offert par la Faculté des sciences sociales, faisant appel à des ressources professorales de divers départements, essentiellement des féministes qui tenaient à leur contenu féministe et qui l'offraient et dans leur département et dans le cadre du DESS en études féministes. C'est le cours éthique et pratique de la recherche féministe se voulait un cours de service à l'institution universitaire en complément aux cours de méthode de recherche qui sont offerts dans les différents départements, cours qui abordent rarement avec beaucoup de détails la perspective féministe en recherche. Alors ça vous laisse... Oh, déjà à moitié, merci. Alors, c'est un groupe qui voulait être en soutien aux chercheuses féministes qui, elles-mêmes, appuient des étudiantes, principalement des étudiantes, qui veulent faire leurs travaux dans une perspective féministe. Alors, puisque le programme était sous observation parce qu'il attire pas beaucoup de monde et le temps de diplomation était long parce que beaucoup de nos étudiantes étaient à temps partiel, je me suis dit qu'en mettant un tel cours en ligne, en utilisant les moyens, notamment des vidéos, pour impliquer en une fois des collègues de différents départements qui parlent de leur recherche et qui montrent comment la perspective féministe peut s'incarner dans des protocoles différents et avec des méthodologies différenciées, mais en ayant au cœur de ces préoccupations l'expérience des femmes dans bien des cas, la recherche participative avec les femmes et l'éthique particulière qui est sous-jacente, il y avait là une opportunité. L'autre élément, c'est que le profil de nos participantes au DESS en études féministes, je l'ai dit tantôt, c'est beaucoup des femmes qui sont et dans les études et bien souvent des responsabilités familiales et ont un engagement professionnel et communautaire. Donc, leurs contraintes de temps et d'espace sont élevées et on se disait, voilà une façon de leur faciliter la vie. Et là encore, je rêvais que ce cours devienne accessible pour les gens de d'autres universités. Formule retenue, deux formules très différentes. Management, ce sont 11 séances distinctes, des planches qui sont commentées avec Camtasia Relay. On a eu, vous voyez, au départ de 4 séances qui sont des rendez-vous illuminés, c'est-à-dire qu'il y a possibilité pour les gens de se retrouver en salle et donc activité synchrone, mais le tout étant enregistré. Si on ne peut pas être là, on peut voir à distance à un autre moment qu'est-ce qui s'est passé. Demande dans ce cours d'une veille média individuelle qui alimente le forum. À la fois, les étudiants doivent donc devenir attentifs aux manifestations de discrimination sur le marché du travail et le partager sur les forums. Ça permet aussi d'alimenter le prof sur des choses et d'actualité et sur des médias auxquels, comme prof, on ne pense pas toujours et qui peuvent être très intéressantes. Et cela est évalué, évidemment, pour encourager la participation étudiante à cet égard. Des quiz qui sont utilisés pour tester la lecture du matériel obligatoire et donc les gens en auto-évaluation à la fin de leur lecture peuvent voir s'ils ont compris les notions importantes.
Et lors de l'examen, parce qu'une partie de l'examen portait sur ce contrôle des connaissances, il y avait une sélection des questions de choix multiples. C'est une partie de l'évaluation, donc un contrôle par un sous-échantillon de ces questions à choix multiples et 2 examens qui étaient en salle. Dans le cas du DESS, une formule tout à fait différente. 5 journées en classe, typiquement le samedi. Ces journées étaient... la plateforme Illuminate avait été réservée et donc des gens pouvaient participer en synchrone à distance, mais évidemment tout était enregistré et pouvaient en profiter en différé. Les chercheuses féministes de l'Université Laval, je viens de le dire, étaient présentes pour la première fois lorsqu'on a fait les tournages vidéo, qu'on a ensuite découpés et exploités dans les années subséquentes. Toutes les séances étaient donc en synchrone. Cependant, les participantes ont souhaité, et ça de façon répétée, année après année, de se retrouver entre elles, passer 5 samedis. Parce que ce qu'elles découvraient, c'est que lorsque, pour des raisons généralement professionnelles ou familiales, elles étaient à distance, il leur manquait non seulement la chimie du groupe, mais la complicité et le soutien mutuel qui se développaient. Le résultat, MNG a été maintenu à l'horaire. L'achalandage a passé de quelques dizaines au début à 80 et plus. Je pense qu'il y a une année, on a eu jusqu'à près d'une centaine de participants en 3 ans. L'investissement matériel de la faculté a été minimal. Je devrais dire que si ce cours a pu évoluer, c'est à cause du bénévolat de moi, de mon assistante, des collègues. Et se pose maintenant le problème réel de la désuétude du matériel, désuétude notamment parce que le contraste entre la qualité technique de ce qu'on est capable de produire avec les moyens du bord qui nous ont été fournis versus ce à quoi les étudiants s'attendent dans un environnement multimédia, pas seulement d'apprentissage, mais dans la vie en général, ce décalage, de mon point de vue, n'est pas très flatteur. Et ça, c'est clairement à revoir. C'est très chronophage, ça mange du temps, et notamment du temps discontinu, alors que typiquement, quand on prépare nos cours et on donne nos cours, on fait ça dans des blocs de temps. Pour l'apprentissage en ligne, je devrais dire, après plus de 6 ans d'expérimentation, je n'ai pas appris à gérer mon temps en discontinu pour que les choses soient fluides. Je suis maintenant à l'étape où une nouvelle prof va prendre en charge ce cours au niveau du baccalauréat, puisque je suis une vieille prof. Ça ne me préoccupe pas du tout le fait de donner cet actif intellectuel à quelqu'un d'autre, d'autant plus que c'est une féministe et je suis très contente de lui passer le matériel. Je dois dire candidement que si c'était quelqu'un d'autre qui prenait mon cours, j'aurais pas la même générosité et la même attitude, ce qui pose la question du don. Pour ce qui est du DESS, la cohorte est demeurée petite, notamment à cause de mon espoir non réalisé que le cours soit mieux connu à l'extérieur de nos murs. La belle découverte fut l'importance de cette participation assidue aux journées de rencontre. Et depuis, il y a eu interruption de l'offre du DESS par la Faculté des études supérieures. Par contre, on a mis en démarrage, à compter de cet automne, un micro-programme en études genre, micro-programme qui va inclure un cours de méthode. Il y a présentement un concours pour l'embauche d'une prof en sociologie qui va, enfin j'espère que ce sera une prof qui sera responsable de ce nouvel axe études genre, et j'espère que des collaborations deviendront possibles et que ce matériel qui a été développé pourra être transféré dans ce contexte. Ce sont donc, moi je veux dire, c'est bon, l'investissement en développement pédagogique est sous-estimé par le prof qui s'y engage, sous-estimé par l'unité qui décide de mettre cela à l'horaire.
Actuellement, c'est beaucoup de bénévolat institutionnel et à mon avis, c'est quelque chose qui doit être vu. Oui, il faut enseigner autrement, ça veut dire, et c'est cette idée de construire un projet, il faut dire que c'était déjà existant, en tout cas pour moi et pour mes cours, mais le degré de désagrégation de ce projet constitue quand même un apprentissage très important. Créer des forums de discussion, c'est pas ça qui est le problème. Animer des forums de discussion pour qu'ils demeurent stimulants et chronophages, c'est pas un travail qui peut être seulement délégué à des tiers. Deuxième élément, l'engagement étudiant est extrêmement variable. Alors que pour le cours éthique et pratique de la recherche féministe, c'était clair que l'engagement de toutes les étudiantes était extrêmement élevé. Dans un cours comme diversité et équité dans les organisations, il y a de tout dans une salle de 80. Des personnes qui sont là, premièrement, parce que le sujet les intéresse et ils veulent vraiment apprendre, jusqu'à l'autre bout, des gens qui sont curieuses et puisque c'est un cours en ligne qu'ils peuvent prendre au moment qu'ils veulent, leur engagement en contenu est peut-être moindre. Merci. Et dans ce cas, les séances à Luminette, elles ont passé de 4 à 2 et malgré tout, elles étaient désertées. La désuétude versus la permanence du matériel, cela a été évoqué. Il y a quelque chose qui a été abordé tout à l'heure et par Mme Henry et par M. Lessard, le fait qu'un contenu qui est en ligne, entre guillemets, a une certaine permanence et il est donc soumis au regard des tiers. Alors que quand j'enseigne en classe, que la langue me fourche à plusieurs reprises, c'est très, entre guillemets, ça disparaît. Alors que lorsqu'on fait des présentations qui sont permanentes en vidéo ou autrement, ce regard de l'autre sur bien des aspects qui, en temps normal, ne sont pas une préoccupation, devient un enjeu. Finalement, la perte de la dimension affective et personnelle de l'enseignement. Quand on enseigne, c'est pas juste de l'enseignement, de la transmission de connaissances, c'est aussi, on espère, développer une passion, un attachement de certains étudiants et étudiantes envers notre sujet. Lorsque c'est médiatisé par les outils, c'est loin d'être aussi facile et à mon avis, il y a une perte significative à cet égard, en particulier lorsque le hybride ne marche pas, comme dans mon cours MNG, et que les séances éliminées sont désertées par les étudiants. À mon avis, c'est important de l'intégrer dans l'offre régulière, ne serait-ce que pour des raisons d'accessibilité, de contenu, entre guillemets, à petit auditoire, comme les contenus féministes. Ça donne que des gens qui ont besoin de ce contenu sont éparpillés sur le territoire, sont souvent insérés dans la vie active, militante et étudiante, et donc ils ont besoin de ce mode alternatif pour l'accessibilité des contenus. Par contre, à mon avis, un énorme défi, et pour les individus qui le font comme enseignants, et pour les départements et les unités, c'est et l'institution universitaire, parce que ce que ça, entre guillemets, comment on paye des charges de cours, pour les profs réguliers, c'est un enjeu, mais c'est encore plus un enjeu pour les autres groupes occupationnels qui sont impliqués là-dedans. Oui, le personnel technique, lorsqu'il y en a un, mais surtout le personnel d'assistance, et là je parle aux chargés de cours, aux professionnels de recherche et auxiliaires d'enseignement, qui risquent fort d'être exploités dans ce genre de formule. Alors, je vais expliquer éventuellement le titre de ma présentation, mais je vais commencer avec comment je me suis trouvée dans ce milieu-là, qui était vraiment par hasard. Je vous dis que j'étais sur la plage en Nouvelle-Zélande une décembre avec ma filleule, puis mon meilleur ami. Noël, là, c'est la plage. Puis là, courriel arrive, le cours que vous enseignez, en présence depuis des années, la personne qui est supposée le faire à distance a désisté. Le cours commence janvier.
et on est à 184 personnes déjà inscrites. Alors, méchant défi. Voilà. Alors, j'ai dit, bon, moi je retourne à Montréal le 3 janvier. Le premier cours, c'est le 10 janvier. On va voir comment ça se fait. Puis j'ai embarqué. Et il faut dire, c'était hybride, pas vraiment de la façon qu'on en parle ici pour moi, parce que d'habitude, un cours de ce genre-là serait tout enregistré, disponible comme tel pour les étudiantes. Moi, je me suis organisée pour offrir des espèces de leçons virtuelles, où on était dans une espèce de logiciel où les étudiantes pourraient interagir avec moi live, mais le tout était enregistré pour ceux qui n'étaient pas disponibles parce que les autres sont inscrits pour à distance, puis ils ne sont pas nécessairement prévus être disponibles à un tel moment. Alors moi, j'imaginais que je pourrais juste prendre le cours, donc je connaissais très bien, puis la traduire dans ce contexte-là. Méchante erreur de ma part. Alors, je vais parler un peu de comment je me suis organisée. Ça fait déjà 3-4 fois que j'enseigne ce même cours-là. Alors, au fil des années, j'en ai amélioré, peaufiné, régularisé un peu l'idée. Tu sais. Au départ, c'était un cours que j'imaginais serait bon. J'offre des leçons, il y a des lectures à faire, il va y avoir un gros papier de recherche à la fin, ils vont pouvoir répondre aux questions ponctuellement sur la matériel. Puis on va aussi faire des petits quiz à réponses multiples, parce qu'il faut dire, avec tant des étudiantes, même avec l'assistance au niveau de la correction, il faut le plus que possible trouver des façons pour que l'ordi lui-même peut faire un peu de travail, pour que, on n'est pas tout en train de corriger tout le temps. Bon. Alors, ça a plus ou moins marché, dans le sens que c'était assez clair. Après 1 an ou 2, je commençais à regarder sur Internet ce qui était dit par rapport à le cours que j'offrais. Puis bon, j'ai trouvé justement les discussions où, bon, il y a 3-4 cours à distance offerts à Concordia, lequel est le plus facile, où est-ce que je vais pouvoir arriver à voir ma note, s'en aller sans trop travailler d'un côté. Et d'un autre côté, j'en ai trouvé des petites annonces classées, style si vous aimeriez avoir toutes les informations sur une cours X, c'est-à-dire les notes, de l'aide, du soutien, appelle-moi. C'est-à-dire, j'ai les papiers déjà écrits, viens partager avec moi. Et justement, en corrigeant les textes, c'est ça que j'ai vu. Toutes sortes des textes ont les mêmes citations à peu près. Parce que c'est ça, 180 quelques étudiantes dans une cour, c'est impossible d'établir le genre de lien qu'on parlait tout à l'heure. C'est complètement impossible. On fait notre mieux, il y en a des moyens que je vais en parler un peu. Mais vraiment, là, il y en a beaucoup des étudiantes qui prennent avantage de ça. Pas pour dire tout, pas pour dire tout le temps, mais il faut en imaginer que ça va se faire. Il faut trouver des façons d'aller au-delà ou de passer à côté de ça. Alors, une des choses que je savais aussi à Concordia, et là je parle des pratiques actuelles, ça se peut que dans vos institutions, c'est autre, les moyens que vous auriez, les outils que vous auriez, l'équipe que vous travaillez avec, ce serait différent, mais à Concordia, une des exigences, c'est qu'il faut écrire l'examen en vraie personne. Ça, c'est pas à distance. L'examen final, c'est les personnes présentes qui devront le faire, justement pour éviter qu'une personne fasse les devoirs d'un autre. Alors, avec tous ces différents détails, je commençais à reconfectionner le cours selon ces défis-là. Première chose que j'ai dit, bon, pas de papier de recherche. On va prendre plutôt des papiers qui donnent une position, une opinion sur la situation. Moi, c'était un cours sur le SIDA, contexte culturel, politique, historique et autres. Alors, je donne plus le choix d'une grosse papier de recherche à la fin, c'est plutôt qu'est-ce que tu penses de la criminalisation de la transmission ou la discussion du VIH. Prenne position
amène-le. Alors déjà, c'est plus difficile d'en prendre les projets des autres. Autre chose, ces fameuses questions à choix multiples. Bon, c'était presque impossible à en produire autant que j'avais besoin. Même avec une rotation, c'est très difficile. Et ce que j'ai découvert, parce qu'on peut offrir à la fin une espèce de rapport sur quand l'examen a été pris, où, ben, tu sais, j'ai ces données-là. Puis là, je regarde les données, je me demande qu'est-ce que je regarde, puis là, je remarque qu'une des étudiantes a pris 1 minute 37 secondes pour compléter l'examen. Bon, moi-même, je l'ai conçu, ça m'avait pris 7 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je regarde, puis avec les... Excuse-moi, je ne connais pas le terme en français, les adresses IP. Oui, j'ai vu qu'il y avait 8 étudiantes qui se sont toutes mises ensemble, puis l'ont pris l'examen une après l'autre, en partageant les réponses, pour que quand la dernière prenne son examen, il y ait juste à dire A, B, C, D. Pas même de réflexion. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, je me suis organisée pour que chaque étudiante, chaque semaine, doive écrire une question pour démontrer qu'ils ont compris les matériaux de cette semaine-là. Alors là, je les offre une petite formation au début du cours, comment faire ça, comment écrire une bonne question à choix multiple. Que ça a de l'allure, puis c'est pas comme, tu sais, juste des réponses farciques, folles. Puis, chacun est supposé déposer une à le même moment, chaque semaine. Et il faut aussi se rendre compte des autres qui ont été déposés. Parce que si tu m'offres une question qui a été carrément offerte par l'autre étudiante hier soir, je ne sais pas si c'est toi qui as conçu ça ou si tu as juste copié un autre. Alors, si l'intention que tu avais, quelqu'un d'autre a fait la même question, il faut que toi, tu réfléchis, puis tu construis une autre question. Et comme ça, moi, j'ai une banque complète, régulière, des nouvelles questions. Je peux aussi voir c'est quoi les parties de leçons qui ont eu un impact et c'est quoi peut-être il faut retravailler un peu parce que les questions posées ne reflétaient pas la matérielle. Je les offre une façon d'étudier pour les examens. Vous aviez toutes les questions qui vont être sur l'examen, passe à travers les questions si vous êtes capable de les répondre. Vous êtes là-dedans. Si vous trouverez qu'il y a certaines bouts où les réponses sont moins faciles, peut-être revoir cette partie de leçon. Alors, comme ça, j'étais capable de comme, un peu les encourager. J'ai aussi pouvoir utiliser l'anonymat, donc j'ai parlé tout à l'heure dans le sens que je peux poser des questions qui répondent à est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que ça te semble une bonne réponse? Puis eux autres sont peut-être gênés de répondre à ça personnellement devant leurs collègues de cours, mais ça ne les gêne pas de juste dire oui ou non. Ou même de pouvoir commencer une discussion sur le site. C'est quoi les mythes que vous avez entendus par rapport au SIDA? Peut-être qu'ils sont trop gênés de parler des choses dont ils ne sont pas sûrs, qui ont l'air un peu croches, mais ils peuvent quand même les taper, puis personne ne sait c'est qui a posé ça, c'est un mythe. Et comme ça, on puisse comme clarifier l'information, donner des bonnes informations, résoudre des incompréhensions d'une façon ou d'une autre. Finalement, au niveau de l'examen final, là, je me suis pensé beaucoup comment je peux régler ça, comment je peux traiter ça comme question. Puis, je me suis dit, ce que je veux, c'est qu'il applique l'information puis qu'il reflète sur c'est quoi le matériel dont ils sont en train de consulter ou d'apprendre. Alors, moi, ce que j'ai dit, c'est quand tu arrives à l'examen, tu peux amener avec toi une feuille avec toutes les réponses, si tu veux. Tu peux avoir une feuille, 8,5 par 11, écrit des deux côtés, comme vous voyez. Puis moi, je les offre 10 questions à réflexion, puis je dis parmi les 10 qu'il va y avoir 3 sur l'examen. Alors, eux autres, là, leur examen, c'est la préparation pour l'examen, parce qu'il faut réfléchir à ces questions-là,
concevoir une réponse qui a de l'allure, tu sais, utiliser les informations qu'ils ont eues pour arriver là, puis noter ça d'une façon qui va comme marcher lors de la pression de l'examen. Ce qu'il écrit, c'est moins important de la préparation qu'ils ont faite en suivant toutes ces étapes pour arriver à l'examen. Alors, c'est ça les grandes lignes. Je suis prête à comme vous partager plus sur les petits détails. Je voulais juste vraiment vous donner un aperçu sur quelques défis là-dedans. En faisant, disons, la traduction entre un cours à faire de même, puis un cours où ça se peut que vous ne sauriez jamais c'est qui l'a suivi. Merci.